Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants et étudiantes de français. Vous écoutez le 5e épisode de la série 18, où je vous parle spontanément. Cet épisode arrive en retard, mais il est finalement là. La vie quotidienne a pris le dessus pendant quelques semaines. Alors, aujourd'hui, je vous raconte les choses que j'ai apprises ou réapprises pendant mon voyage en Inde. Pour être sûr de comprendre tout ce que je dis, vous pouvez acheter le texte des épisodes de la série 18 pour 6 € seulement. C'est parti! Alors, mon séjour en Inde, et surtout dans l'ashram de Sadhguru, m'a fait réviser et appliquer pas mal de choses, et notamment les choses que j'avais apprises pendant la formation en ligne ingénierie intérieure. Donc déjà, j'ai trouvé ça super chouette d'être sur place, d'être entourée de gens qui avaient eux aussi reçu ces enseignements. Je me sentais comme liée à eux d'une certaine manière, et même si je sentais bien que j'étais plutôt extérieure à la communauté parce que c'est seulement la première étape et il y en a beaucoup d'autres. Alors, la première chose que j'ai apprise là-bas, c'est d'aller à mon rythme, de vivre au rythme de mon corps, de mes besoins, au sens général. J'ai essayé d'écouter les besoins de mon corps, c'est-à-dire de manière très simple, de ne pas mettre de réveil le matin et de laisser mon corps se réveiller quand il a plus besoin de sommeil, quand il est assez reposé. Pendant la journée, j'essayais de pas manger si j'avais pas faim, parce que c'est quelque chose que je fais de manière plutôt automatique d'habitude, comme petit-déj, déjeuner, dîner. Et là, j'essayais de sortir de ça et de manger seulement si je sentais la faim. Et parfois même m'amuser un peu avec ça, même si j'avais faim, j'ai décidé de manger juste un peu plus tard pour voir la réponse de mon corps en fait. C'était assez facilité parce que dans le centre, il y a quelques horloges, peut-être une ou deux, mais elles sont pas franchement visibles, il faut savoir où elles sont. Du coup, quand on est à l'intérieur, c'est très facile de perdre la notion du temps, surtout pour moi qui porte jamais de montre. La plupart du temps, j'avais mon portable avec moi, mais voilà, on rentre dans un temple et on peut s'asseoir et rester 5 minutes ou rester 3 heures, en fait. C'est juste pas important, la durée. Donc ça, c'était une expérience super intéressante, de se sentir vraiment hors du temps et hors des contraintes horaires. Et ça m'a rappelé le livre Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle, qui appelle ça le temps chronologique. Dans la même lignée, j'essayais de pas me mettre la pression pour faire des choses et j'essayais plutôt d'être. Et ça, c'est une chose qui est un peu difficile pour moi parce que je pense que dans ma culture, j'ai été très habituée à faire. Ne rien faire, peut-être que c'est un peu mal vu. Alors que quand on fait rien, on continue d'exister, on continue d'être et on peut tout à fait être sans rien faire. J'espère que vous me suivez. Mais pour moi, c'était assez nouveau en fait de pas essayer de remplir mes journées avec des activités. Si je passe ma journée assise au même endroit, à méditer, à discuter, à dormir, à lire, ou même rien, juste à être présente, c'est totalement suffisant en fait. La deuxième chose que j'essayais de faire, c'était de ne pas être dans l'attente. Donc c'est un peu lié à ce que je viens de dire aussi. Une situation qui m'a bien fait pratiquer ça, c'était le fait de prendre le bus pour aller au centre. Donc la deuxième semaine, avec mon ami, on avait pris un hôtel hors du centre et donc fallait prendre le bus pour se rendre au centre. Il y avait 15 minutes de trajet environ. Mais le truc, c'est que il n'y avait pas d'horaire de bus.
Ce bus-là venait de la ville la plus proche, Coimbatore, donc il faisait comme 1 heure ou 1 heure et demie de trajet. Donc, il passait, je sais pas, peut-être chaque heure, peut-être 2 fois par heure parfois, ou bien pas du tout. On n'avait aucun moyen de savoir quand est-ce qu'il allait arriver. Donc, en fait, ce qu'on faisait, c'est que quand on était prêt, on sortait de l'hôtel et on allait à l'arrêt de bus et on attendait. Mais on essayait, avec mon ami, de pas se mettre dans une position d'attente, dans le sens où on regarde l'heure toutes les 5 minutes, où on pense que on est en train de perdre notre temps, ou on s'impatiente parce qu'on a chaud. Voilà, on était là, le bus allait passer et c'était intéressant de voir comment on utilisait ce temps qui est aussi précieux que, en fait, si je le passe à faire autre chose. Donc voilà, un peu apprécier chaque moment, simplement, pour ce qu'il est. Et ça, j'y pense beaucoup parce que dans la vie quotidienne, ça arrive régulièrement d'attendre. Si on est dans un magasin, par exemple, et on fait la queue pour passer à la caisse, on attend et on remarque tout de suite, il y a des gens hyper impatients. En fait, dès qu'on est impatient, on n'est plus dans le moment présent. C'est ok, ça arrive, mais c'est un bon challenge d'essayer de remarquer ça pour revenir en fait au moment présent et voilà, on peut pas aller plus vite de toute manière, donc on attend. Et il y avait ça, et il y avait aussi jouer avec cette limite. À quel moment, justement, comme parfois dans un magasin, je deviens impatiente? À quel moment je sens que je suis en position d'attente? Parce que si on avait envie, on pouvait prendre autre chose qu'un bus, on pouvait prendre un tuk-tuk ou un taxi. Donc nous, on partait dans l'idée de prendre le bus parce que c'était le moins cher et que voilà, c'était une petite aventure. Mais en sachant qu'on avait une option B en fait. Donc ça me rappelait que je peux accepter ce que je peux pas changer. Donc le fait que le bus n'ait pas d'horaire. Et je suis aussi consciente que je peux changer certaines choses. Par exemple, choisir un autre moyen de transport. Dans les choses à accepter, que je ne pouvais pas changer, il y avait aussi le regard des Indiens et des Indiennes, qui était très déstabilisant parfois. En fait, ils avaient des attitudes qui seraient totalement inappropriées en France. C'est-à-dire que quand l'un d'eux était curieux, si par exemple c'est une personne qui avait jamais vu de femme blanche ou d'homme noir comme mon ami, ils étaient pas gênés pour se placer juste devant nous et nous fixer, nous observer, vraiment sans gêne. Ça peut être très intrusif comme attitude, parce que nous on est là, on vit notre vie et tout à coup il y a quelqu'un qui nous fixe. Franchement c'est étrange. On s'y fait et c'est pas la première fois que je vais à l'étranger, c'est pas la première fois que je suis dans un endroit où je suis différente physiquement et donc ça attire le regard. Donc c'était pas franchement nouveau pour moi cette expérience, mais je pense pas l'avoir vécu de manière aussi évidente que ça. Et ça, on peut pas changer ça. Ça c'est quelque chose de culturel. Donc là, ça sert à rien de lutter, en fait. Ça sert à rien de s'attarder sur les sentiments de « je me sens pas à l'aise »,« ça se fait pas »,« c'est hyper mal poli »,« ils se rendent pas compte ». Toutes ces pensées-là, il faut absolument les évacuer parce que leur attitude va pas changer. Donc, à moi de m'accommoder à ça. Il y a une autre chose qui nous est arrivée, qu'on n'a pas pu changer malheureusement. Pendant mon séjour là-bas, il y avait une cérémonie qui a lieu 1 fois par mois. Et donc, on s'est inscrit pour participer à cette cérémonie. Sauf que on n'avait pas compris que la cérémonie avait lieu le jour même de l'inscription. Nous, on était absolument convaincus que ça avait lieu le lendemain, en fait. Donc le matin, on achète nos places
Et puis après, voilà, on va méditer dans les temples, on va manger une glace. Et on revient dans le centre et quelqu'un nous dit « Ah, vous avez le bracelet pour la cérémonie, comment vous avez trouvé ça ?» Donc on lui dit « Non, la cérémonie c'est demain, on y va demain. » Et il nous répond bah, « Non, c'était aujourd'hui en fait, c'était cet après-midi. » Et on était franchement dégoûtés parce que ça se passait dans le temple principal, il y avait des moines ou des... Bon, on va dire des moines qui devaient chanter, voilà, des choses qu'on n'avait jamais vues en fait, et on était hyper curieux, on avait envie de les vivre ensemble aussi, mais du coup on a complètement raté ça. Moi, honnêtement, très vite, j'ai rebondi parce que ça m'a fait rire en fait. Le fait de se concentrer sur tout ça, sur le lâcher prise, sur accepter ce qu'on peut pas changer et qu'on loupe cette opportunité. C'était vraiment une blague, quoi. C'était comme une blague de l'univers. Cédric a eu un peu plus de mal. Il était vraiment révolté sur le coup, comme vraiment dégoûté. Et il demandait à tout le monde est-ce que c'était vraiment aujourd'hui la cérémonie? Comment c'était? Il était triste de l'avoir loupé. Et voilà, les émotions étaient fortes, quoi. Mais on a réussi tous les deux à redescendre un peu et à changer de perspective sur la situation et juste... à accepter, quoi. C'était comme ça. Peut-être c'était pas le bon moment, peut-être c'était pas... Je sais pas. Peut-être qu'on n'avait rien à faire là-bas. Donc voilà, ça c'était une expérience assez amusante finalement, même si on aurait bien aimé y participer. Par rapport au lâcher-prise, dès le 2e ou le 3e jour, je crois, j'ai eu... l'occasion de pratiquer ça parce que mes chaussures, mes tongs ont disparu. Donc il y a des zones dans le centre où on peut prendre les chaussures et d'autres non. Donc avant d'entrer dans un temple, on laisse ses chaussures à côté par exemple. Mais normalement, il y a des endroits faits pour ça. Et moi, je les ai laissés au mauvais endroit. Apparemment. Et donc, je laisse mes tongs et quelques heures plus tard, je reviens et elles étaient plus là où je les avais laissées. Donc, je les ai cherchées un peu, mais je les voyais nulle part. Et la fin de la journée est arrivée et toujours pas de chaussures. Et c'était juste intéressant, en fait, de voir que j'étais comme ça, dans cette position inconfortable, en fait. Parce que moi, j'avais gardé mes chaussures parce que le sol était brûlant. Mais là, j'avais plus le choix. J'étais là-bas, il fallait que je marche, il fallait que je passe sur le sol brûlant. Et cette expérience m'a montré que j'étais capable de le faire déjà. C'était OK. Que je pouvais trouver le confort dans l'inconfort. Et aussi juste que, voilà, mes chaussures ont disparu. Alors, c'est un peu bête, mais c'est des chaussures, c'est des tongs que j'adore. Je les ai ramenées d'Asie et j'en trouve pas des comme ça en France et je les adore. Je suis pas quelqu'un de très matérialiste, mais il y a certaines choses auxquelles je suis un peu plus attachée. Et du coup, le fait qu'elles disparaissent, j'étais un peu triste, mais j'étais aussi assez fière de moi dans le sens où je me disais, bon, voilà, j'ai fait mon petit bout de chemin avec ces tongs-là. Ouais, elles me rappelaient plein de jolis souvenirs. Elles sont parties, elles se sont pas volatilisées, peut-être quelqu'un les a prises ou pas, je sais pas, mais en tout cas, si elles sont avec quelqu'un d'autre, j'espère qu'elles vont vivre une vie heureuse, entre guillemets. Donc assez vite, ces pensées-là sont venues à mon esprit, en fait. Et l'ironie, c'est que le lendemain, mes tongs ont réapparu, je crois, vers le même endroit de là où je les avais laissés. Donc en fait, moi j'ai fait tout ce chemin de lâcher prise avec elles et finalement elles me reviennent. Et c'est juste drôle, quoi. J'acceptais le fait qu'elles avaient disparu et juste à ce moment-là, elles me reviennent. Voilà, moi c'est le genre d'événement qui m'amuse un peu. Ensuite, toujours au niveau du lâcher prise, j'en ai déjà parlé dans des épisodes précédents, mais le fait de pas tout comprendre, de rien comprendre du tout. Comme c'est un lieu très chargé symboliquement, spirituellement, et que moi, j'ai l'impression de faire mes premiers pas dans ce monde-là, il y a énormément de choses que je comprenais pas.
Et au début, je me questionnais beaucoup sur à peu près tout. Et il est arrivé un moment où, en fait, je me suis dit, mais je peux pas tout comprendre. Impossible. Donc, j'ai un peu lâché prise là-dessus et j'essayais d'être plutôt dans l'observation et le ressenti que dans le questionnement. J'ai vraiment senti comme un switch. La dernière expérience de lâcher prise que j'ai faite, c'était le fait de n'avoir rien sur moi. Je l'ai pas fait beaucoup, je l'ai fait peut-être juste une fois, même juste une journée, où j'ai quitté l'hôtel avec rien. Je pense peut-être une bouteille d'eau parce que j'ai souvent soif en fait et voilà, c'est important pour moi d'avoir toujours de l'eau à disposition, c'est un réflexe que j'avais quand j'habitais en Asie et il me reste. Mais d'avoir juste une bouteille d'eau, c'est-à-dire pas de chaussures, pas de portable, pas de portefeuille, pas de mouchoir. des petites choses en fait qui sont là pour au cas où et qui rassurent si jamais il y a besoin. Et peut-être que, je sais pas, 3 fois sur 5 il n'y a pas besoin. Mais du coup, c'était un peu effrayant de partir le matin avec rien, juste ma bouteille d'eau. Et finalement, ça l'a fait. Évidemment, dans la vie de tous les jours, c'est pas très pratique, mais j'étais contente d'avoir essayé de dépasser un peu ça, parce que c'était une épreuve pour moi. Pour mon ami Cédric, c'était très facile de partir avec rien, mais pour moi, non, pas du tout. La dernière chose que j'ai bien travaillé pendant mon voyage là-bas, c'était de prendre ma responsabilité. Déjà, quand on était dans le centre, la première semaine, j'étais très, comment dire, dépendante par rapport à Cédric. Je me sentais un peu comme une intruse. Je me sentais pas à ma place dans cet environnement que je connaissais pas, dont j'avais pas les codes. Du coup, je le suivais beaucoup et je me reposais sur lui, en fait. Et je me laissais guider. Et puis, après une semaine, il m'a fait la remarque que, bon, ce serait peut-être bien que maintenant je commence à explorer un peu par moi-même. Je connaissais les lieux, je connaissais un peu plus les gens, j'avais compris comment ça fonctionnait, donc je pouvais totalement me débrouiller seule, en fait. J'ai réalisé qu'il avait raison, que j'étais capable et qu'il fallait juste que je me secoue un peu, que je me fasse un peu violence. Ce que j'ai fait. Et effectivement, j'ai bien aimé aussi naviguer dans cet environnement seule, même si je suis pas complètement seule, parce qu'il était jamais loin, mais voilà, se séparer, ça me permettait aussi de faire ce dont j'avais réellement envie, qui est quelque chose de difficile pour moi, parce que je suis de nature assez indécise et parfois, même dans ma vie quotidienne, j'ai du mal à sentir ce que j'ai envie de faire. Alors peut-être ça vous parle pas du tout parce qu'il y a des gens pour qui c'est des choses très simples, mais si par exemple on est vendredi soir et j'ai plusieurs options, pour moi ça va être assez difficile de choisir laquelle je vais prendre en fait. Des choses comme ça où je sais pas, si je suis au supermarché et je veux acheter de la brioche et il y a 1000 brioches devant moi, je me sens un peu stressée par cette situation-là. Donc quand voilà, j'ai une journée entière devant moi et que je peux faire ce que je veux, c'est pas du tout confortable pour moi comme situation parce que à un moment je dois me demander qu'est-ce que j'ai envie de faire et la réponse parfois est évidente mais la plupart du temps non et du coup voilà, c'est un peu dur. Mais comme je suis seule, je vais avancer en fait. C'est sûr que je vais avancer. Même si je suis pas convaincue de ce que je fais, je vais commencer à faire quelque chose et me rendre compte que j'avais bien envie de faire ça effectivement ou pas et du coup changer. Donc, c'était un bon rappel. Et puis pour finir, il y a eu 3 moments où j'ai vraiment senti que j'avais le choix dans ma réaction. Le premier moment, c'était quand j'ai voulu acheter un petit truc à manger et
j'avais pas compris que je donnais l'argent à une femme et qu'ensuite un homme me donnait la nourriture. Donc j'ai donné l'argent et puis je me suis servie. Et la femme m'a comme repris le gâteau des mains et l'a reposé et elle m'a dit non, c'est pas toi qui prends de manière agressive, pour moi en tout cas. Et donc là, je me suis dit, oh, ok, déjà je me suis sentie mal parce que j'avais pas suivi la bonne procédure et j'avais peur d'avoir manqué de respect en fait. Et du coup, je sentais aussi que c'était un peu injuste de réagir de manière aussi désagréable de sa part parce que voilà, on parle pas le même langage, il y a rien qui est écrit. Donc c'est très facile de pas comprendre comment ça se passe. Bref, tout ça est passé dans mon cerveau, je pense, dans les 5 secondes et avec tous ces éléments, j'ai décidé de juste garder mon calme, dire ok et attendre qu'on me serve. Mais je me souviens bien de ce moment-là. Je suis pas à l'aise dans les situations où il y a un peu de conflit, on va dire, ou un peu de tension. Dans le centre, il y a une deuxième situation où j'ai vu un homme jeter un papier par terre. C'est pas grand-chose, on est d'accord. Mais c'est un endroit qui est quand même propre et on voit beaucoup de gens qui nettoient. Donc, pareil, je me suis dit, oh, c'est pas respectueux de faire ça. Donc déjà, dans la vraie vie, on va dire que c'est pas une attitude que j'apprécie, mais encore plus dans un endroit comme ça. Et ma première envie, ça a été de aller récupérer le papier et de lui rendre. Mais j'aurais jamais fait ça parce que c'est beaucoup trop une confrontation. Et donc l'homme est parti et moi j'étais là assise et je voyais ce papier par terre et donc je pouvais choisir, est-ce que je le laisse, est-ce que je le ramasse, qu'est-ce que je fais avec ça. Donc j'ai simplement décidé de le prendre et de le mettre à la poubelle. Parce que c'est un environnement qui est plus agréable quand il est propre, simplement. Et tant pis pour l'homme qui peut-être a pas cette notion de propreté ou de respect. Je sais pas vraiment ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là, c'est son problème. Et moi, c'est ma responsabilité, si j'en ai envie, d'aider à faire en sorte que le lieu reste agréable. Bon, et la dernière situation, c'était clairement la plus difficile. C'était au moment de mon départ, donc je devais prendre 3 avions. Un en Inde, et puis ensuite un vers Dubaï, et ensuite un vers Paris. J'ai pris mon premier avion en Inde. Je suis arrivée dans une ville que je connaissais pas. Et malheureusement, je suis arrivée trop tard pour mon second avion. J'ai raté mon deuxième avion. Donc ça veut dire que j'ai raté aussi mon troisième avion. Donc en fait, j'étais en Inde dans une nouvelle ville et je pouvais pas rentrer en France. Donc j'étais à l'aéroport, seule, dans ce hall, face au responsable de la compagnie aérienne que je devais prendre, qui était assez intransigeant. Franchement, je l'ai supplié. J'ai posé 1000 fois la question, mais vous êtes sûr qu'il n'y a rien à faire? Comme je peux courir vite, j'ai pas de bagages, on peut y aller tout de suite. S'il vous plaît, ou il n'y a pas un autre vol? Est-ce qu'on peut pas trouver une solution? Et en fait, j'avais la sensation que cet homme faisait pas tout ce qu'il avait en son pouvoir pour m'aider. Et ça me frustrait beaucoup. D'une part, j'étais assez désespérée par la situation parce que ça m'était jamais arrivé, que j'étais bloquée en fait dans ce pays où j'avais pas envie d'être seule en plus de ça. Et en plus, ça m'énervait en fait, sa réaction. J'avais l'impression qu'il avait pas d'empathie pour ma situation. Mais, là encore, j'ai senti clairement que j'avais le choix dans ma réaction. J'aurais pu m'énerver. Et je pense que j'étais pas loin. Même si c'est un truc qui m'arrive rarement en public. Vraiment rarement. Et même en privé d'ailleurs. Mais bref. J'avais envie de pleurer et j'ai pleuré un peu. Par désespoir, par énervement, par stress. J'avais pas envie de pleurer devant lui parce que j'avais l'impression que c'était comme me montrer faible et j'avais pas envie de paraître faible devant cette personne-là.
Mais bref, il m'a escortée, il m'a fait sortir du terminal parce qu'en plus, j'avais pas le droit de rester à l'intérieur. Donc, il m'a escortée à l'extérieur et je me suis retrouvée là, à l'extérieur de l'aéroport, en mode, qu'est-ce que je fais maintenant, quoi? J'avais vraiment envie de pleurer, d'appeler mes parents. Ça va pas, j'ai un problème, aidez-moi. Mais j'étais seule et il fallait que je trouve la solution. Donc, je me souviens avoir pensé, ok, maintenant, je cherche la solution pour régler ce problème. Et ensuite, si ça va pas, tu peux pleurer tout ce que tu veux. Mais d'abord, on règle le problème. Là, on se met en mode warrior. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai trouvé une solution pour avoir Internet sur mon portable. J'ai fait une recherche pour un nouveau billet d'avion. Et par chance, il y en avait un qui partait quelques heures plus tard. Donc c'était un itinéraire assez convenable qui me faisait arriver à Paris à l'heure pour choper mon train, d'ailleurs, qui me ramenait à Nantes le jour même de mon arrivée en France. Donc ça m'a coûté 350 €, ce qui est pas abusé pour un voyage comme ça. Évidemment, c'est 350 € que j'avais pas prévu de dépenser, mais bon, c'était comme ça. Je préférais ça plutôt que de rester quelques jours de plus dans cette ville vraiment gigantesque et qui me faisait peur. Donc bref, je suis rentrée. Et arrivée à Paris, c'était pas la fin des embrouilles. Parce que je suis arrivée à l'aéroport et j'ai pris un ticket de bus pour aller dans le centre et il se trouve que ce bus n'est jamais passé. Ouais, il y avait des problèmes à Paris, le RER était en panne, le bus passait pas, il y avait trop de monde. Donc, quand même, c'était un très long retour avec ces 2 grosses galères, quoi, parce que plus le temps passait et plus je me disais mais je vais louper mon train. En plus d'avoir été bloquée en Inde, je vais me retrouver bloquée à Paris. C'est moins grave, certes, mais j'étais fatiguée, quoi. Et à chaque fois, dans ces 2 situations-là, j'ai rencontré des gens qui m'ont apporté un certain soutien. À l'aéroport, j'ai fait la rencontre d'un homme un Indien, et juste on a partagé un café ensemble et on a bien discuté de sujets qui étaient très personnels pour moi et c'était super chouette de pouvoir en discuter avec un inconnu et d'avoir une vision des choses différente. Peut-être que je reviendrai là-dessus dans un épisode prochain. Et à Paris, à l'aéroport, il y a un homme qui m'inspirait pas trop la confiance au premier abord, faut le dire. Il avait comme les dents un peu sales, il sentait la cigarette, il y avait des taches sur ses vêtements, les chaussures sales aussi. Mais cet homme m'a dit « Bon, on va dans la même direction, donc viens avec moi, je t'emmène à la gare. Je suis parisien, je connais la route, on y va ensemble. » Et moi, j'étais dépitée, j'étais fatiguée, j'étais perdue, je connais mal Paris, j'avais presque plus de batterie sur mon téléphone, donc je pouvais pas utiliser ça comme aide. Donc je me suis dit, ok, de toute façon, ok, on va voir, de toute façon, c'est peut-être ma seule chance. Donc let's go. Cet homme qui s'appelait Hakim m'a emmenée à bon port. Grâce à lui, je suis arrivée 15 minutes avant mon train. Je pense que sans lui, je sais pas si je serais arrivée. Mais j'aurais plus galéré, ça c'est sûr. Et je le remercie profondément de m'avoir guidée, de m'avoir rassurée aussi parce qu'il voyait que j'étais stressée et ça m'a fait une super distraction. C'était une super rencontre parce qu'il me parlait de sa vie. Voilà, je pense qu'il avait envie de communiquer aussi et il me racontait d'où il venait et ce qui s'était passé dans sa vie et qu'il était tombé amoureux d'une Française qui s'appelait Adèle ou Angèle, je sais plus. Et voilà, et moi j'écoutais et je me disais « Oh, la vie est drôle quand même !» Est-ce que tous ces avions ratés, est-ce que ce bus qui passe pas, est-ce que tout ça, ça arrive pour une raison ou pas? En général, je pense que les choses n'arrivent pas pour une raison, je pense juste que les choses arrivent, mais qu'elles nous apportent pas quelque chose en particulier. Mais j'avoue que cette situation-là m'a fait un peu douter de cette perspective. Bref,
Ça y est, quand j'ai un micro devant moi, je parle sans m'arrêter. Pour terminer, bien sûr, la dernière chose que j'ai apprise dans le centre, alors c'est un apprentissage peut-être plus concret, mais j'ai eu la chance, vraiment la chance d'avoir fait des méditations plus profondes que celles que je fais chez moi. Je peux pas vraiment décrire ce qui se passe quand je suis en méditation, mais en tout cas, je suis vraiment contente d'avoir eu des expériences plus fortes liées à la méditation. De savoir que c'est possible, de savoir que c'est un début aussi, ça me fascine en fait. Je suis tellement curieuse de savoir jusqu'à où ça peut aller. On verra si j'ai la chance de creuser ce sujet-là dans ma vie plus tard ou dans pas longtemps, je sais pas. Mais en tout cas, ça me donne envie de continuer à pratiquer. Et je pense que ce serait pas arrivé si j'étais pas allée là-bas, sur place. Ok, maintenant je vais vous lire la conclusion de cet épisode. Merci pour votre écoute tout au long de cette série. La découverte de Sadhguru m'a rappelé beaucoup de notions que je connaissais déjà, comme le fait de prendre sa responsabilité ou d'être dans le moment présent. Mais je crois que la différence est qu'il a rassemblé tous ces apprentissages au même endroit, avec une dimension spirituelle en plus. Je suis très heureuse d'avoir fait ce voyage jusqu'à son ashram et de savoir que cet endroit existe. Je continue mes pratiques chez moi en France et je tente toujours de garder à l'esprit les précieux enseignements qu'il partage. C'est loin d'être facile, mais je me sens certainement plus consciente qu'avant. Avant de vous laisser, je vous rappelle que le défi 3 est en ligne. Il s'appelle « Parler comme les Français et Françaises » et sans surprise, il va vous aider à parler davantage comme les natifs et les natives. Grâce à ce cours d'1h30, vous découvrirez les stratégies essentielles pour débloquer votre français oral et vous exprimer de façon plus fluide. Faites-moi confiance, vous ne le regretterez pas. Le lien est dans la description de cet épisode et sur mon site web. Merci d'avoir écouté mes aventures jusqu'au bout et à très bientôt pour le dernier épisode de la série.